Alors, nous allons débuter ce webinaire sur la valorisation des dépôts. Alors, on va parler aujourd'hui de la valorisation des dépôts probatoires, qu'ils soient effectués auprès de l'APP ou pas, même si on va pas mal parler de notre organisme. Et c'est aujourd'hui le dernier épisode de notre série de webinaires qu'on a proposé depuis 5 semaines maintenant et au cours de laquelle on évoque la protection des créations numériques par des formats courts de petits webinaires. Donc on a déjà eu l'occasion de voir ce qu'était un dépôt probatoire et à quoi il servait, les questions à se poser avant d'effectuer un dépôt probatoire. On a pu assister à un petit tutoriel sur le dépôt numérique. Et on a vu la semaine dernière ce qu'était l'entiercement et comment on pouvait le mettre en place. Et on va donc s'intéresser pour ce dernier rendez-vous à la valorisation des dépôts probatoires en abordant de façon très synthétique 3 points. D'abord, l'exploitation de ces créations numériques par le biais des contrats. Ensuite, la gestion du portefeuille de création numérique et la défense de sa création et comment réagir en cas d'atteinte. Donc, vous pouvez me poser des questions sur la zone de chat que vous avez à l'écran et je prendrai un petit moment à la fin du webinaire pour répondre à vos éventuelles questions. Alors, ce webinaire, il vous est proposé par l'Agence pour la protection des programmes, qui est donc un organisme que vous connaissez peut-être, j'imagine, et qui est spécialisé dans la protection des créations numériques, de tout type de création numérique depuis de nombreuses années maintenant. Moi, je suis Pauline Puel, je suis responsable juridique à l'APP, et c'est donc moi qui vais vous proposer ce webinaire aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, on arrive à la fin de cette série. Si jamais vous voulez revoir un webinaire passé que vous auriez loupé et qui vous intéresse, vous pouvez les visionner en replay. Sur notre site internet, vous avez accès au replay de ces différents webinaires passés. Alors, pour commencer, on va parler des contrats. On va parler des contrats parce que le contrat, c'est l'instrument de l'exploitation d'une création numérique. C'est grâce au contrat qu'on peut exploiter une création numérique. Et les contrats qui sont le plus communément utilisés en matière de propriété intellectuelle, c'est bien sûr le contrat de cession et le contrat de licence. Donc on va un petit peu revenir sur ces deux types de contrats. Alors la finalité du contrat, comme je le disais, c'est l'exploitation commerciale d'une œuvre de l'esprit. Et je rappelle que seuls les droits patrimoniaux de l'auteur peuvent faire l'objet d'un contrat. Vous savez sûrement que les droits de l'auteur se divisent en deux grandes catégories, les droits patrimoniaux d'un côté et les droits moraux de l'autre. Donc les droits moraux, ils sont attachés à la personne de l'auteur et ils ne peuvent pas faire l'objet d'un contrat, alors que les droits patrimoniaux, eux, peuvent faire l'objet de contrats. Donc c'est seulement ces droits-là qui peuvent être cédés ou donnés en licence. Alors, le contrat de cession, on va d'abord s'intéresser à celui-ci. C'est le contrat qui est conclu soit entre l'auteur d'une création et un cessionnaire, soit entre un cessionnaire et un sous-cessionnaire, par exemple. Il existe un formalisme très fort qui s'attache au contrat de cession et qui est destiné à protéger la personne de l'auteur. Et on va revenir rapidement sur ce formalisme à respecter lorsque c'est l'auteur qui conclut un contrat de cession. Donc ce formalisme, quel est-il? D'abord, le contrat de cession, il doit nécessairement être écrit. Il doit identifier précisément là où les œuvres qui sont cédées. Il doit lister l'ensemble des droits cédés. Donc ça veut dire que vous devez précisément mentionner dans le contrat de cession si vous cédez le droit de reproduction, le droit de représentation, le droit d'adaptation, le droit de traduction, le droit de mise sur le marché, etc. Donc tous les droits qui ne seraient pas mentionnés dans le contrat ne sont pas cédés, donc restent attachés à la personne de l'auteur, enfin restent en tout cas dans le patrimoine du cédant. Et il faut également lister les modes d'exploitation qui sont concernés par la cession. C'est-à-dire, est-ce que l'œuvre pourrait être exploitée sur des supports numériques, physiques, par voie de presse, à la télévision, au cinéma. Alors, c'est vrai que tout ça, ça concerne assez peu, ces modes d'exploitation, ça concerne assez peu les créations numériques, notamment type logiciel,
où là, il est moins nécessaire enfin, il y a un enjeu un peu moindre à lister les modes d'exploitation. Mais sachez pardon, que c'est quand même une exigence importante. Pour vous donner un exemple, par exemple, si vous cédez une œuvre littéraire et que vous ne prévoyez pas l'exploitation sur format numérique, ça veut dire que vous ne pourrez pas faire de e-book et vous pourrez faire que des livres en papier. Donc c'est quand même important de se poser la question de ce qu'on va faire avec la création lorsqu'on rédige le contrat de cession. Et enfin, votre cession, elle doit être limitée dans le temps et dans l'espace. Ça, c'est également un point important. Même si vous pouvez prévoir une cession pour le monde entier et pour toute la durée des droits de propriété intellectuelle, c'est tout à fait possible, mais encore faut-il le dire dans le contrat. Et enfin, sachez que la rémunération, s'il y a une rémunération, ce n'est pas obligatoire, la cession peut être gratuite, mais s'il y a une rémunération, elle est normalement proportionnelle aux recettes de l'exploitation de l'œuvre, sauf en matière de logiciel, on a une exception, et où la rémunération peut être forfaitaire. Alors, quelques petits warnings, si vous entendez mettre en place un contrat de cession, soit que vous soyez du côté cédant ou du côté cessionnaire. Déjà, sachez que la cession des œuvres futures est interdite. Ça veut dire que vous devez, si par exemple vous êtes une entreprise, un employeur, que vous embauchez un salarié qui aura une activité créatrice importante, parce que par exemple il fera du design ou il s'occupera du site web par exemple, vous ne pouvez pas prévoir dans le contrat de travail que tous les droits sur les créations qui seront créées par ce salarié vous seront automatiquement dévolus. Vous devez nécessairement conclure un contrat de cession pour chacune des œuvres qui sera créée par ce salarié. Sinon, la cession sera considérée comme portant sur une œuvre future et sera donc interdite, parce que vous n'aurez pas listé précisément dans le contrat les œuvres dont il est question. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que le cédant ne peut pas céder plus de droits qu'il n'en a. Donc ça paraît évident, mais en pratique, ça ne l'est pas toujours. Quand on cède une création, il faut soi-même s'assurer qu'on est bien titulaire de ces droits. Donc je reviens à mon exemple d'avant. Vous êtes une entreprise, vous voulez céder un logo créé par un de vos salariés. Assurez-vous de vous être fait céder les droits déjà dans un premier temps avant de pouvoir à votre tour les céder à un tiers. Parce que si vous ne respectez pas cette chaîne de droits, le cessionnaire n'aura pas des droits valables, le contrat sera nul et pourra être considéré comme contrefacteur. Donc c'est ce que je disais aussi, le formalisme, s'il n'est pas respecté, on a une nullité de la cession. Et sachez aussi, c'est important, que ce formalisme très strict qu'on a évoqué s'applique au contrat passé entre un auteur et un cessionnaire, puisque c'est l'auteur qu'on souhaite protéger par le biais de ces mesures. Et ce formalisme strict ne s'applique pas dans les relations entre un cessionnaire et un sous-cessionnaire. Donc là, vous n'êtes pas obligé de respecter ce formalisme. Après, c'est quand même conseillé de le suivre, ne serait-ce que pour avoir conscience des droits qui sont cédés. C'est conseillé, mais ce n'est pas une obligation demandée par la jurisprudence. Et enfin, sachez qu'en matière de logiciel, si vous avez un salarié qui est un développeur, vous n'êtes pas obligé de mettre en place des contrats de cession entre lui et l'employeur, puisqu'on a une exception en matière de logiciel qui prévoit que les droits portant sur un logiciel développé par un salarié sont automatiquement dévolus à l'employeur. Donc uniquement dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de doubler le contrat de travail de contrat de cession. Par contre, si c'est un stagiaire qui crée, qui développe un logiciel, là, l'exception ne joue pas. Et là, vous devez mettre en place un contrat de cession pour que les développements du stagiaire appartiennent bien à l'entreprise. Alors, on a passé un petit peu de temps sur le contrat de cession parce que c'est vrai qu'il a un formalisme assez particulier et il est important. On va passer un peu moins de temps sur le contrat de licence, puisque là, on est sur un contrat qui n'est pas soumis à un formalisme particulier. Le contrat de licence, c'est le contrat par lequel un éditeur, un auteur ou un titulaire de droit autorise un tiers, souvent un client, à utiliser une création sur laquelle il détient des droits. Et c'est le concédant, donc la personne qui octroie la licence, qui conserve ses droits dans son patrimoine. Alors la licence peut bien sûr être exclusive, non exclusive. Bon, après, c'est la liberté contractuelle des parties qui s'applique.
J'ai mis sur la slide un petit tableau pour évoquer le cas d'un développeur, par exemple, qui aurait créé un logiciel et qui aurait ensuite fondé sa société dans le but d'exploiter ce logiciel. Là, c'est intéressant de voir qu'en fait, il y a deux possibilités qui se présentent à ce dirigeant non salarié. Soit il peut céder son logiciel à sa société. À ce moment-là, les droits de propriété intellectuelle entreront dans le capital de l'entreprise. Soit il peut accorder uniquement une licence à la société et conserver dans son propre patrimoine les droits portant sur le logiciel. Donc il y a deux montages juridiques différents qui peuvent être mis en place. Et alors les grandes différences, c'est bien sûr que si le logiciel entre dans le capital de l'entreprise, dans le patrimoine de l'entreprise, en cas de liquidation judiciaire, par exemple, le dirigeant ne pourra pas récupérer ses droits. Mais à l'inverse, ça procure une meilleure garantie vis-à-vis des tiers, vis-à-vis des financiers, par exemple, ou vis-à-vis des personnes qui souhaiteraient investir dans la société, puisque la propriété intellectuelle qui est exploitée appartient bien à l'entreprise, et celle-ci n'est pas une coquille vide, en fait. À l'inverse, si le dirigeant accorde uniquement une licence et conserve la création dans son patrimoine, si la société est placée en liquidation, il conserve ses droits et ceux-ci ne disparaissent pas. Après, c'est une garantie moins forte pour les tiers. Donc ça dépend un petit peu des objectifs de l'entreprise ou du projet du dirigeant. Et c'est en fonction de ce projet qu'il choisira entre l'un et l'autre des schémas. On va passer maintenant à un tout autre sujet qui est celui du transfert de droits. En fait, là, je voulais juste attirer votre attention sur le fait que lorsque vous déposez une création auprès de notre organisme, auprès de l'APP, et que vous la cédez, ou au contraire, lorsque vous devenez titulaire de droit sur une création qui a déjà été déposée auprès de l'APP par un tiers, vous avez la possibilité de demander ce qu'on appelle un transfert de droit auprès de notre organisme afin que le dépôt déjà effectué soit transféré sur le compte du nouveau titulaire de droit. Et ça permet en fait à ce nouveau titulaire de conserver l'historique des dépôts qui ont été effectués auprès de l'APP, donc de bénéficier de l'antériorité de ces dépôts. Ça lui permet de demander un certificat d'enregistrement à son nom. Ça permet donc de suivre la chaîne des droits, la chaîne des différents titulaires qui auraient porté sur une même œuvre. Et ça permet donc de se constituer un portefeuille de création plus intéressant puisque les antériorités peuvent remonter assez loin avec ce système. Donc sachez que si vous êtes dans cette situation, vous pouvez nous informer de la modification de titularité et on procédera au transfert. Et on passe maintenant au troisième point qui est celui de l'atteinte. Parce que lorsque vous faites un dépôt probatoire, vous voulez vous préconstituer la preuve de vos droits. La plupart du temps, c'est dans le cas où vous subiriez une atteinte, donc une contrefaçon ou un autre type d'atteinte de la part de tiers. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir utiliser ce dépôt probatoire pour prouver vos droits. Vous aurez d'abord à prouver vos droits et vous aurez ensuite à prouver l'atteinte à vos droits. Donc, dans un premier temps, vous allez pouvoir utiliser le dépôt probatoire pour prouver vos droits. Le dépôt probatoire, en tout cas lorsqu'il est fait auprès de l'APP, il se décompose en deux parties. D'un côté, on a le certificat d'enregistrement et de l'autre côté, on a un scellé qui peut être physique ou numérique qui contient le dépôt, qui contient les éléments qui ont été déposés. Et c'est ces deux éléments-là que vous allez pouvoir utiliser pour prouver vos droits. Avec le certificat d'enregistrement, vous allez pouvoir démontrer la date, donc bénéficier d'une antériorité par rapport au contrefacteur, et vous allez pouvoir bénéficier également d'une présomption de titularité, puisque le nom du titulaire présumé apparaît sur le certificat. Donc ces éléments vous vont permettre devant un juge, par exemple, de rapporter plus facilement la preuve de vos droits, et une fois l'action en contrefaçon, par exemple, engagée, vous allez pouvoir demander à un agent de l'APP ou à un huissier d'ouvrir l'enveloppe scellée et de procéder à une expertise ou à une comparaison de ce qu'elle contient avec les éléments argués de contrefaçon. Donc en cela, votre dépôt probatoire, il va vous être utile, mais vous allez aussi devoir prouver l'atteinte. Pour prouver l'atteinte, rappelons que la preuve est libre en matière de contrefaçon ou d'atteinte à des actifs immatériels. Toutefois, les preuves doivent être obtenues loyalement et par des moyens licites.
et c'est au titulaire de droit, ou en tout cas à celui qui est victime de la contrefaçon, de rapporter la preuve de l'atteinte. Alors, ça veut... donc cette règle a toutefois, pas une exception, mais un tempérament. Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Donc ça veut dire que c'est au titulaire de droit de rapporter la preuve, mais lui-même ne peut pas se constituer cette preuve. Il doit nécessairement faire appel à un tiers, par exemple un huissier de justice ou un agent de l'APP, pour rapporter la preuve de l'atteinte. Sinon, la preuve pourrait être modifiée et n'aurait pas la même force probante que quand elle est rapportée par un tiers. Donc ça, ce sont les quelques points à avoir en tête quand il s'agit de prouver l'atteinte. Et comment prouver cette atteinte? Si la contrefaçon a lieu sur Internet, il est possible dans un premier temps de réaliser un constat sur Internet qui a pour objectif de matérialiser les actes de contrefaçon et quand c'est possible d'identifier les contrefacteurs, éventuellement de démontrer le préjudice en étudiant par exemple les statistiques de fréquentation du site. Et ce constat, pour avoir une force probante, il doit être réalisé par un huissier de justice ou par un agent de l'APP. Quand vous souhaitez réaliser un constat sur Internet, en fait, ce n'est pas vraiment la qualité de la personne qui le réalise qui importe, peu importe que ce soit un huissier de justice ou un agent de l'APP. Ce qui est important, c'est le respect d'un certain mode opératoire et le respect d'un formalisme technique qui a été mis en place et validé par la jurisprudence. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui va constituer la force probante de votre constat et qui va l'empêcher de se faire annuler au cours de la procédure. Donc c'est important de faire appel à quelqu'un qui a une double compétence technique et juridique et qui va connaître ces prérequis qui permettent au constat d'être valable. Donc ça, c'est dans un premier temps. C'est généralement ce qu'on fait avant même d'engager une procédure, c'est le constat sur Internet. Et on a un deuxième mécanisme qu'il est important de connaître, c'est la saisie. La saisie, c'est également un mécanisme qu'on met en place généralement avant même d'engager une procédure en contrefaçon et qui va vous permettre, enfin en tout cas qui va permettre au titulaire de droit, sur autorisation d'un juge, de faire constater par un huissier de justice une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et de saisir des preuves de cette atteinte avant même qu'une procédure judiciaire soit engagée. Donc c'est un mode de preuve qui est extrêmement efficace c'est une exception au principe du contradictoire. La personne chez qui a lieu la saisie n'est pas informée au préalable de la venue de l'huissier. Donc il y a un effet de surprise qui est fort et qui permet à l'huissier de saisir un certain nombre de documents comptables, techniques ou autres qui vont permettre de prouver la contrefaçon, de prouver son étendue, de prouver son origine et qui vont être des éléments précieux dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée par la suite. Donc cette saisie, elle doit être autorisée par le juge. Elle est nécessairement réalisée par un huissier. Là, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre qu'un huissier qui réalise une saisie. Et il y a certaines sanctions qui s'appliquent si on ne respecte pas ces conditions de validité, notamment la condition première en matière de saisie contrefaçon, c'est que le juge du fond doit être saisi dans un délai qui est fixé par la loi. Et si vous ne le faites pas, la procédure, enfin la saisie en tout cas, est annulée. Donc il existe deux types de saisie. La saisie contrefaçon, qui va concerner les droits de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Mais il existe également une autre saisie lorsque l'atteinte ne concerne pas des éléments protégés par un droit de propriété intellectuelle, ce qui peut être par exemple le cas si vous subissez une atteinte à un secret d'affaires ou une usurpation de documents confidentiels qui ne sont pas protégés par la propriété intellectuelle. À ce moment-là, vous pouvez avoir recours à ce qu'on appelle la saisie dite article 145. C'est le nom de l'article du Code de procédure civile qui en traite. Et c'est une saisie qui va permettre aussi de la même façon d'envoyer un huissier dans les locaux d'une personne qu'on soupçonne de commettre des agissements illicites et qui va permettre donc de se préconstituer, de saisir un certain nombre d'éléments pour appuyer ensuite sa demande. Voilà, donc on balaye très vite ces différents sujets. Si vous voulez plus d'informations sur les contrats liés à la propriété intellectuelle ou sur la saisie ou en tout cas comment réagir en cas d'atteinte,
On a 2 webinaires qui sont disponibles en replay et qui développent plus ces 2 sujets. Donc vous pouvez tout à fait les visionner si ça vous intéresse. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Vous pouvez les poser sur le chat. Et sachez également que à la rentrée, on proposera le 19 septembre normalement un webinar sur la protection des algorithmes qui sera animé on recevra à l'occasion une avocate spécialisée en propriété intellectuelle qui viendra nous parler de ce sujet, de la protection des algorithmes. Donc si vous êtes intéressé par le sujet, vous pourrez vous inscrire à ce webinaire à compter du début du mois de septembre. Alors, il n'y a pas de questions apparemment. Donc si vous en avez, n'hésitez pas. Sinon, on va pouvoir peut-être mettre un terme à ce webinaire, qui lui aussi est disponible en replay si vous le souhaitez, tout comme la présentation que vous avez vue. Vous pouvez la télécharger et la conserver. Alors, si vous n'avez pas de questions, on va mettre un terme à cette présentation. Je vous remercie tous pour votre participation et je vous souhaite de très bonnes vacances.